Lorsque le soleil du matin se levait sur l'île de France et projetait ses rayons sur les grilles dorées du château de Versailles, un spectacle d'une splendeur inégalée s'offrait au regard. C'était le centre du monde, le manifeste de pierre de la monarchie absolue. Louis XIV, le roi Soleil, avait transformé un ancien terrain de chasse marécageux en le palais le plus éblouissant d'Europe. Marbre, or, cristal et velours s'unissaient pour former un décor voué à un seul objectif: glorifier le pouvoir. Mais quiconque approchait cette merveille architecturale à la fin du XVIIe ou au XVIIIe siècle n'était pas d'abord frappé par sa beauté visuelle. Il était heurté par un mur d'odeurs si dense qu'il en devenait presque douloureux. Versailles était une cage dorée, mais aussi un cloaque luxueux. Sous les perruques épaisses, derrière les éventails brodés et dans les couloirs interminables, se cachait une réalité sanitaire difficilement concevable aujourd'hui. Le brillant du palais n'était qu'une fine façade, derrière laquelle régnait saleté, excréments et maladie. Pour comprendre véritablement la vie à la cour, il faut détourner le regard des plafonds peints et l'abaisser vers le sol, là où la condition humaine laissait ses traces les plus disgracieuses. Le problème fondamental de Versailles relevait d'un désastre architectural et logistique. Le roi avait ordonné à toute la noblesse de France de résider à sa cour afin de mieux la contrôler. Aux périodes de pointe, jusqu'à 10 000 personnes se pressaient dans le complexe. Ducs et comtesses côtoyaient une armée de domestiques, soldats, cuisiniers, palefreniers et marchands. Pour cette foule immense, il n'existait aucun système d'égout. Le concept même de toilette privée, tel que nous le concevons aujourd'hui, n'existait pas. Certes, le roi disposait de latrines personnelles et les plus hauts aristocrates possédaient des chaises percées. Mais pour la majorité du personnel, les installations sanitaires étaient en quasi inexistantes. Les conséquences furent désastreuses. Les longs couloirs, les recoins sombres sous les escaliers, les cours intérieures se transformèrent en latrines publiques. Un contraste saisissant régnait entre l'étiquette raffinée et les nécessités naturelles. Il n'était pas rare que des courtisans, faute d'alternative, se soulagent derrière un rideau épais ou dans un corridor. Les domestiques faisaient de même. Construit sur un terrain humide, le palais voyait l'humidité s'infiltrer dans les planchers et les parquets. Le bois absorbait urine et excréments. Les odeurs s'imprégnaient dans les poutres pendant des décennies. Des témoignages contemporains sont accablants. Élisabeth Charlotte de Bavière, belle-sœur du roi, évoquait sans détour dans ses lettres la puanteur omniprésente. Certains jours, écrivait-elle, il était impossible d'entrer dans certaines ailes sans réprimer un haut-le-cœur. Même dans les jardins, aujourd'hui admirés comme un chef-d'œuvre, on n'était pas épargné. Les bosquets soigneusement taillés servaient souvent de toilettes à ciel ouvert. Par forte chaleur, un nuage d'ammoniac stagnait au-dessus des allées, que même le parfum des orangers ne parvenait pas à masquer. Le problème ne tenait pas seulement à l'architecture, mais aussi aux conceptions médicales de l'époque. Au XVIIe siècle, l'eau n'était pas perçue comme un moyen de propreté, mais comme un danger. Les médecins enseignaient que l'eau chaude ouvrait les pores et exposait le corps au miasme. Se baigner était jugé risqué. Louis XIV se lavait plus souvent que beaucoup de ses contemporains. Mais pour la majorité des nobles, le bain restait tabou. On privilégiait la toilette sèche. La propreté ne se mesurait pas à l'état de la peau, mais à la blancheur du linge. Ceux qui en avaient les moyens changeaient de chemise plusieurs fois par jour,
convaincus que le lin absorbait sueur et impureté. La peau, elle, restait souvent non lavée durant des semaines. On se frictionnait avec des linges imbibés d'alcool ou de vinaigre. Une couche de sébum, de poussière et de transpiration formait une sorte d'armure naturelle censée protéger des maladies. La mode accentuait encore le problème. Les perruques volumineuses des hommes et les coiffures spectaculaires des dames constituaient un refuge idéal pour poux et puces. Les cheveux naturels, courts ou gras, étaient en haine souvent négligés. Pour apaiser les démangeaisons, on utilisait de petits bâtonnets à gratter. Les perruques étaient poudrées de farine de riz. Mêlées à la sueur, elles formaient une pâte rance. Pour supporter l'odeur ambiante, la cour se tourna vers une arme olfactive, le parfum. Les fragrances n'étaient pas légères, mais lourdes et animales. Musc, civette et ambre gris dominaient. On parfumait peau, vêtements, gants, éventails, meubles. L'objectif n'était pas de sentir bon, mais d'écraser l'odeur de la décomposition. C'était une bataille d'odeurs contre d'autres odeurs. Au cœur de ce chaos vivait le roi. Ses gestes les plus intimes faisaient partie du cérémonial d'État. Lever, coucher, repas, tout était public, même ses besoins naturels. Il recevait parfois ambassadeurs et ministres, assis sur sa chaise percée. Ce qui nous semblerait humiliant était alors signe de proximité et de pouvoir. Pourtant, les archives médicales révèlent fistules, ulcères, douleurs dentaires et troubles digestifs. Le roi Soleil, présenté comme quasi immortel, était un homme souffrant dans un palais nauséabond. L'hygiène féminine représentait aussi un défi. Sans protection moderne, les menstruations compliquaient la vie quotidienne. Les lourdes robes à panier rendaient chaque déplacement laborieux. Des linges maintenus par des ceintures étaient utilisés, mais les accidents survenaient. Le sang mêlé à la sueur et aux odeurs ambiantes contribuait à l'atmosphère générale. L'alimentation n'améliorait rien. Les plats arrivaient souvent froids. Les cuisines grouillaient de rats. La viande légèrement avariée était masquée par des sauces épaisses. La consommation excessive de sucre, symbole de statut, entraînait des caries massives. Les sourires dans la galerie des glaces révélaient des dents noircies. Louis XIV perdit presque toutes les siennes à la suite d'opérations brutales. Parfois, la situation devenait si insupportable que la cour devait déménager vers Château de Fontainebleau ou Château de Compiègne. Versailles était alors nettoyé sommairement, mais l'odeur incrustée dans la pierre persistait. Ironie de l'histoire, ce lieu associé à la saleté favorisa l'essor de la parfumerie française, notamment à Grasse. Les poudres blanches au plomb masquaient cicatrices et imperfections. La beauté était un art du camouflage. Sous Louis XVI et Marie-Antoinette, un changement s'amorça. À Petit Trianon, la reine fit installer des salles de bain et adopta des parfums plus légers. Mais pour la monarchie, il était trop tard. Aujourd'hui, en parcourant la galerie des glaces, nous ne sentons plus rien de tout cela. L'histoire a été désodorisée. Pourtant, pour comprendre cette époque, il faut imaginer ce compagnon invisible, toujours présent. La saleté. Versailles fut un lieu d'extrême. Là où la culture atteignit des sommets, l'hygiène toucha le fond. On portait des diamants tout en enjambant des excréments. On parlait philosophie, tandis que les poux mordaient sous les perruques. Cette vérité dérangeante n'enlève rien à la grandeur du lieu. Elle le rend plus humain. La splendeur de Versailles était réelle, mais elle reposait sur un socle de crasse.